Bonjour à tous, pour le Zoom aujourd'hui, je reçois Alain Deperetti. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour Élise, merci de me recevoir. Alors, vous êtes vétérinaire, mais également président de l'association Vigilance Halal. Vous alertez finalement, vous êtes un lanceur d'alerte sur les problèmes que peuvent poser la pratique de l'abattage rituel. Alors pour commencer, Alain Deperetti, une question très vaste. Le marché du halal en est où en France ? Eh bien, il est en augmentation régulière, sans qu'on puisse avoir d'ailleurs les instruments pour le mesurer, puisque c'est interdit par le règlement, et toutes les tentatives pour un étiquetage spécifique ont échoué, ont été rejetées parce qu'elles seraient discriminantes. Toujours les mêmes raisonnements. Alors on a le sentiment, c'est assez surprenant, parce que dans le même temps, le bio progresse beaucoup dans la société. On fait l'éloge du bio. On imagine que les gens qui sont attachés au bio sont également attachés à la question de la souffrance animale, et pourtant, le halal, évidemment, ça met cette question en avant. Tout à fait. Alors, c'est là qu'on voit la grande tartufferie, l'hypocrisie du système, hein, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces critères sont basés, notamment le critère halal, hein, c'est-à-dire ce qui est interdit ou ce qui est permis par la charia, hein, tout simplement. Tout ça sont des critères qui sont extrêmement flous et qui sont susceptibles, pour des raisons mercantiles, de s'adapter à tout, hein, puisque tout est bon pour faire de l'argent, y compris le bio, qui est quelquefois d'ailleurs mal dénommé. Oui, parce qu'on voit apparaître aujourd'hui sur le marché des produits qui ont l'appellation, du moins c'est écrit bio, on ne sait pas trop au niveau des labels ce qui se passe, mais c'est aussi produit halal. Voilà, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le label AB, en agriculture biologique, c'est une décision du Conseil d'État, l'abattage rituel ne peut pas être revendiqué pour cette appellation. Après, il y a peut-être d'autres marques bio qui, par affairisme, évidemment, s'emparent du halal, puisque c'est un marché en augmentation, c'est un marché porteur, disons. Donc c'est très important ce que vous dites, ça veut dire qu'un éleveur qui élève son animal selon le cahier des charges de l'agriculture biologique, si à la fin de la chaîne l'animal est abattu selon l'abattage rituel, donc il ne peut pas être considéré comme bio. Normalement non, c'est absolument impossible. Et donc il y a quand même des tentatives, notamment que des éleveurs, un groupement d'éleveurs en Loire-Atlantique, qui mettent en place un abattage à la ferme. Et par contre, ils sont extrêmement timides pour dire qu'il y aura qu'un abattage avec étourdissement. Hein, voilà, parce que, je vais insister, on va en parler évidemment tout au cours de notre entretien, tout le monde est centré sur l'étourdissement d'animal. Or, ce n'est pas le seul problème. Oui, on parle beaucoup de la souffrance animale qui est mise en avant dans l'abattage halal, et on comprend bien sûr, puisque l'animal est conscient pendant son égorgement, un égorgement large, on va y revenir, mais finalement on peut considérer que la loi estime que la liberté religieuse est plus importante que la souffrance animale. Tout à fait, tout à fait. Alors ça c'est une constante des tribunaux, y compris dernièrement devant la Cour européenne de justice, par la contestation d'un groupement de musulmans de Flandre, parce qu'en Flandre, on a interdit l'abattage rituel. Ils sont allés devant la Cour de justice européenne, et l'avocat général s'est en délibéré. Il n'y a pas encore, mais a priori, ça sera le jugement, on peut s'attendre à ce qu'il soit celui-là. L'avocat général a dit que la liberté religieuse passait avant la souffrance animale. C'est scandaleux, mais c'est comme ça. Donc il faut bien voir, et c'est ce que je dis aux organisations de défense animale, l'angle souffrance animale est inopérant pour mettre fin à l'abattage rituel. Puisque la loi considère que de toute façon, la liberté religieuse prévaut. Alors évidemment, Alain Deperetti, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très particulier. On va angler en fait sur la question hygiénique, la question sanitaire, puisque vous avez produit avec le professeur Jean-Louis Tillier, qui est docteur en médecine, un énorme travail, donc je vais faire même un petit peu d'exercice avec, qui est destiné à alerter, donc c'est une grosse étude qui est destinée à alerter sur notamment la question de l'antibiorésistance. Voilà, alors depuis le début de l'existence de Vigilance Halal, je signale que nous sommes maintenant une grosse association avec plus de 15 000 membres et 4 salariés. Il y a des partis politiques qui seraient contents d'en avoir autant. Oui, on ne peut pas se réunir dans une cabine téléphonique. Et donc, nous commençons à avoir des moyens. Notamment, nous avons mandaté, ça fait 9 mois, le docteur Tillier, qui est un expert indépendant au niveau européen, qui est reconnu sur le plan européen, qui a notamment été expert unique dans le dossier de la vache folle. Hein, c'est-à-dire qu'il a quand même des compétences et avec lequel je travaille déjà depuis très longtemps. Et
on a mis en évidence la présence, le poids de l'hygiène en abattoir dans le phénomène de l'antibiorésistance. Et ce poids, alors évidemment, il y a d'autres facteurs, c'est multifactoriel, mais dans une chaîne ne vaut que par son maillon le plus faible. Et à l'heure actuelle, l'abattoir est le maillon le plus faible de cette chaîne de l'hygiène générale, pour lutter contre l'antibiorésistance, dont je rappelle que l'OMS et toutes les organisations nationales et internationales disent que c'est le problème numéro 1 d'avenir. Parce qu'on pensait, au moment de l'émergence des antibiotiques, qu'on avait vaincu les microbes, mais ils ont de la ressource, ces petites bêtes-là. Ils savent s'adapter, eux aussi. Et ils savent s'adapter, ils se sont adaptés, et justement, pour les avoir, il faut comprendre comment ils résistent. C'était le but de ce travail préliminaire du docteur Tillier, sur lequel j'ai évidemment fait une synthèse, parce que c'est réservé évidemment à des scientifiques, mais j'ai fait une synthèse et j'ai rajouté un chapitre, enfin un petit chapitre concernant l'abattoir pour montrer que l'abattage halal, qui déversait dans le milieu extérieur le contenu du rumen, le rumen c'est un des estomacs des ruminants, qui déversait ces germes qui sont hautement antibiorésistants, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, ces germes vont diffuser dans le milieu extérieur par les eaux de lavage, etc. Et elles vont se mélanger à d'autres germes, notamment dans le sol, bien entendu, les bouts des stations d'épuration, etc. Et toutes ces germes vont échanger donc leur antibiorésistance. Parce que l'antibiorésistance est un phénomène naturel qui existe chez les germes, les bactéries, depuis la nuit des temps. Finalement, c'est un peu le système immunitaire des bactéries. Voilà, exactement. Alors, c'est plus subtil que ça, parce qu'en fait, c'est un moyen de communication. Les germes ont une vie sociale, et donc elles fabriquent donc des antibiotiques, et elles ont en contrepartie des gènes d'antibiorésistance. Et si vous voulez, c'est une espèce de vivre ensemble, quand vous avez des populations de bactéries, où s'il y en a une qui est un peu prédominante, elle va à ce moment-là, les autres vont réagir en sécrétant un antibiotique. C'est donc un élément de la vie en société des bactéries. Et justement, dans la panse des ruminants, qui constitue quand même la grosse masse des animaux d'abattoir, eh bien, il y a un paquet de germes antibiorésistants. Et pourquoi? Parce qu'il faut savoir, et ça c'est un chiffre énorme qui va intéresser nos spectateurs, c'est que vous avez 80% des antibiotiques produits dans le monde qui sont consommés par les animaux. C'est énorme. Alors évidemment... C'est utilisé dans l'élevage, quoi. Voilà, c'est ça. En élevage, et alors du coup, évidemment, il y a des germes qui deviennent antibiorésistants. Et autre chose qui doit faire dresser l'oreille quand il y a des signes d'alerte, c'est que 95% des germes multirésistants qui sont trouvés en hôpital et en médecine de ville sont des germes d'origine animale. Puisque maintenant, avec les procédés modernes de séquençage génomique, on peut suivre les germes à la trace. Alors, ces deux éléments nous permettent de dire avec une grande certitude, si vous voulez, qu'il y a des progrès à faire en abattoir. Bien sûr. Et que admettre qu'on continue l'abattage rituel, parce que, alors c'est un point, donc, à ce stade de la démonstration, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, l'abattage rituel, c'est pas seulement un abattage sans étourdissement, c'est un abattage sur lequel on pratique un égorgement large qui coupe la trachée et l'œsophage. Donc, quand on a coupé l'œsophage, le contenu de l'estomac se déverse à l'extérieur. Vous avez un tas de germes antibiorésistants qui vont partir dans les eaux usées et qu'on va retrouver plus loin parce qu'ils vont se disséminer un petit peu partout. Donc en fait, qu'on comprenne bien, parce qu'on avait déjà évoqué la question de la bactérie E. coli. Voilà. Alors elle est un peu déversée de la même manière, mais elle pouvait aussi contaminer directement les chairs. Et là, finalement, on est dans le même cas de figure, mais en plus, ce sont des bactéries qui repartent dans les eaux usées, qui restent dans l'abattoir à stagner, etc. Si vous voulez, c'est encore pire, parce que la bactérie Escherichia coli, effectivement, elle contaminait directement la viande.
Et elle peut être aussi multirésistante d'ailleurs. Bien sûr. Bon, elle aussi. Donc on pouvait se dire, bon, ça reste concentré dans l'abattoir. Tandis que là, c'est une dissémination dans tout le biotope. Bien sûr. Tout le biotope. Et il faut savoir que cet égorgement pratiqué dans l'abattage rituel est lui aussi, et c'est là où je veux en venir avec ce travail et l'action que nous allons commencer, il est il est réglé par un règlement européen, justement, le 858-2004, c'est-à-dire il a été édicté en 2004, et qui dit que pour des raisons d'hygiène, c'est très important, hygiène, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le principe de précaution. C'est vraiment une certitude, puisque même l'Europe, pour des raisons d'hygiène, lors de la saignée, la trachée et l'œsophage doivent rester intacts, à l'exception, évidemment, de l'abattage rituel, qui, là aussi, dérogation. Alors, comme c'est un règlement européen, et qu'il n'existe pas en France, si vous voulez, de réglementation là-dessus, nous allons attaquer devant la Cour de justice européenne. Nous avons déjà contacté des groupes de députés européens qui sont intéressés par la question. Je dois intervenir devant un intergroupe le 25 novembre pour leur expliquer un petit peu ce problème et qu'on puisse supprimer cette dérogation. Donc, l'abattage rituel tel qu'il est pratiqué maintenant devrait être modifié. Et, cerise sur le gâteau, c'est ce que je dis pour les associations de défense animale, on sera, pour faire une saignée qui soit propre, on est obligé d'étourdir l'animal. Évidemment. Donc, vous voyez, et ça, je n'ai jamais réussi au cours de mes nombreux entretiens avec des associations de protection animale à leur faire comprendre que c'était aussi important, même peut-être plus important, pour arriver à notre but, qui est commun, voilà, finalement. Qui est commun, et qui consiste, c'est pas interdire l'abattage rituel, c'est de dire à tous les tenants de l'abattage rituel, évoluez les gars, hein, il y a quand même, on est au XXIe siècle, il y a des données scientifiques, vous voyez bien que ce qui était pur il y a 1400 ans, 1500 ans, c'est pas forcément ce qui est pur maintenant, hein, on a quand même d'autres moyens de jauge. Et c'est tout simplement. Donc, si certains veulent y voir une attitude discriminante, écoutez, c'est libre à eux. Mais ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de montrer que cet abattage, ce type d'abattage, est totalement contraire aux règles sanitaires. Et on le voit bien à l'heure actuelle avec le Covid. On voit bien que les conditions d'hygiène conditionnent quand même justement la propagation des infections, des maladies, bien sûr. etc. Mais du coup, c'est assez surprenant, parce qu'on voit que le gouvernement en France, mais aussi les injonctions européennes, les injonctions de l'OMS, tout le monde œuvre prétendument pour revendiquer la nécessité d'une certaine hygiène, et sur des questions comme ça, on a l'impression qu'ils ne sont pas concernés. Mais c'est toujours la même question. Dès qu'il s'agit de religion, chacun y va sur la pointe des pieds, alors que le discours devrait être clair. On dit, voilà, c'est comme ça, pour des raisons sanitaires, point barre. On ne discute même pas. Ça n'a pas de... Et voilà, donc c'est ce qu'on peut dire à ces personnes. Et là, nous allons essayer donc de faire cette action concertée, notamment médiatique, en amont. Hein, grâce à vous et d'autres médias qui m'ont contacté pour que je puisse aussi porter cette parole. Donc, on va déposer un recours devant la Cour de justice européenne pour la suppression de cette dérogation. Oui. Voilà, tout simplement, c'est quelque chose de précis, concis et a priori efficace. Oui, parce que c'est très important d'insister sur ce point. On n'est pas face à une loi qui légifère le halal, on est face à une dérogation de loi qui suffirait de supprimer ou de revoir, de réécrire tout simplement, voilà, tout simplement. Pour la réadapter aux nécessités sanitaires. Tout simplement. Mais si vous voulez, j'ai ce combat contre le halal et l'abattage rituel m'a amené à approfondir les textes religieux, qui sont extrêmement flous, hein, d'ailleurs, comme tout, et qui permettent de dire tout et son contraire, pratiquement. Alors qu'on est dans un débat qui est un débat de certitude scientifique. Bien sûr. Hein, et cette discussion
est complètement à côté de la plaque. Et même, il y a des moments, il y a des jours où je désespère un peu. Il faut pas. Oui, non, je me reprends très vite. Je me dis, l'islam est devenu la religion officielle de la République. Parce que l'islam est l'objet d'attention et de choses qui sont quand même très surprenantes. Voilà. Là, c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, on voit le président Emmanuel Macron parler beaucoup de séparatisme, mais il y a une forme de séparatisme alimentaire aussi. Il est effectivement, c'est une des preuves. Et le halal, et c'est pas moi qui le dis, il y a donc des intellectuels beaucoup mieux placés que moi qui le disent. Le halal, c'est un moyen, un soft power de la conquête islamique. Hein, parce que ça nous accoutume peu à peu à la charia. L'islam ne pose pas de problème en tant que tel. Ce qui pose un problème, c'est la charia. C'est-à-dire la loi islamique. Oui, il faut bien comprendre. C'est la loi islamique, c'est pas précisément on coupe des têtes dans les rues. Non. Points, C'est-à-dire que c'est un système juridique qui est absolument incompatible avec nos règles de vie, etc., notre manière de vivre. Donc, le challenge, si vous voulez, c'est de faire comprendre aux musulmans qu'ils doivent abandonner la charia, ou en tout cas la modifier fortement. Mais elle n'est pas amendable, puisque c'est quelque chose qui a été dicté par Dieu directement à Mahomet. Alors ça pose ce problème-là, mais je veux dire, le discours qu'on doit leur tenir, c'est un discours de vérité, en leur disant, vos règles, elles amènent telle et telle chose qui ne sont pas acceptables. Hein, il faut le comprendre. Enfin, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que finalement, les problèmes sanitaires que vous avez mis en évidence, que ce soit à l'époque avec la bactérie E. coli ou que ce soit également avec cette question de l'antibiorésistance, les musulmans sont les premiers touchés aussi. Ah ben oui, les germes sont parfaitement laïques. Ah ça c'est une certitude, j'ai l'habitude de dire. Ils sont parfaitement laïques, ils attaquent tout le monde. Hein, bien entendu. Alors, c'est pour ça que ça concerne tout le monde. D'autant plus qu'il y a, tout le monde le dit, une augmentation de la taille des populations. Les populations sont en croissance. Bon, ça pose un problème. Plus il y a de monde, plus les germes se déplacent et se multiplient, puisqu'ils trouvent davantage d'individus sur lesquels se développer. Hein, donc, c'est une règle. Quand il y a un habitat dispersé, les maladies se propage beaucoup moins vite que quand on a un habitat concentré, comme dans les grandes villes. On l'a vu aussi pour le coronavirus. Et de même d'ailleurs pour les animaux. Les élevages concentrationnaires massifs, industriels, sont une catastrophe sur le plan des bactériens. Bien entendu, c'est pour ça qu'il y a aussi... Ça nous amène à repenser tout. Mais nous donc, en principe, sauf pression financière, de tout un système, quelquefois même mafieux. Mais on sait qu'on peut modifier les lois. Le problème pour l'islam, et à une moindre partie le judaïsme, on a l'impression qu'ils ne veulent pas réfléchir à une évolution. C'est ça le problème. Alors que, pourtant, elle est nécessaire. Est-ce que vous échangez avec des autorités, entre guillemets autorités, parce que c'est plus compliqué que ça dans l'islam, mais avec oui. des autorités musulmanes, justement? Alors, autorités musulmanes, vous savez que c'est très difficile de trouver. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets avec les deux. et donc, si vous voulez, à force, j'ai été obligé de me pencher sur le Coran, les textes sacrés, etc., j'arrive à en connaître un certain... Je précise, c'est compliqué de dire autorité parce qu'il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas de clergé, voilà. Que ça soit pas mal compris. Donc des gens qui ont... les fois où ça m'est arrivé, si vous voulez, comme j'ai des connaissances, et c'est d'ailleurs ce que je reproche à toute notre classe politique à l'heure actuelle, c'est de ne pas faire l'effort de connaître ce qu'est cette religion. Ils ont une vision qui est tellement partielle qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et quand on a étudié, donc je fais une discussion pied par pied, et chaque fois, je les enferme dans une impasse au moment de la discussion. Et quand ils sont coincés, ils ont toujours la même réaction, une réaction d'agression,
en disant que je suis un suppôt du sionisme ou que sais-je comme ça. Hein, donc voilà, ou que j'y connais rien, que j'ai voilà, des accointances avec la CIA, que sais-je. Bah oui, rien oui, que ça. Oui, voilà. Et Vladimir Poutine aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est important. Poutine, voilà. Alain de Peretti, parlez-nous un peu des prochaines actualités de vigilance halal. Alors vous nous avez parlé évidemment de la Cour de justice de l'Union européenne, mais est-ce que vous prévoyez aussi d'autres actions précisément? Oui, alors il y en a une à laquelle je tiens beaucoup, c'est aussi devant l'Europe, mais la Cour européenne des droits de l'homme. Pour la défense d'un monsieur qui s'appelle Eric Dick, vous avez sans doute entendu parler, qui est un cinéaste qui avait fait une vidéo qui a eu un grand succès sur Internet concernant la Micaline. C'est une chaîne voilà, de fast-food, boulangerie, fast-food, etc. De restauration rapide d'ailleurs. Voilà. Faut pas dire fast-food. Tout à fait. Je suis d'accord. Sinon, on met une pièce. Hein, c'est ça. C'est ça, oui. Mais on n'a pas le cochon ici. et donc, il avait démontré que cette chaîne ne vendait que du halal. Il a été attaqué en justice. À l'époque, je ne le connaissais pas. Justement, j'ai pas pu m'occuper de son cas. Et il a été lourdement condamné en première instance. Il était très mal défendu. Et en appel, ça a été divisé par 6. Je l'ai défendu en appel. En cassation, on a perdu parce qu'il n'y avait pas de faute de procédure. Oui, bien sûr. Et donc, maintenant, on va déposer à la fin du mois un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme comme lanceur d'alerte. Parce que je ne vois pas pourquoi Eric Dick, qui a lancé une alerte en disant à la Micaline, tous les sandwichs sont halal, devrait être sanctionné par cette société, d'autant plus que quand il a fait... Bah, tout dépend s'ils sont vraiment tous halal ou pas. Ils sont tous halal. De toute façon, ça c'est une certitude. Ça a été prouvé. Ça a été prouvé. Non, il a été attaqué, en fait, pour être franc, et parce qu'il a dit que l'argent du halal finançait le terrorisme. Ah, d'accord. Voilà. Alors là, évidemment, ça leur a pas trop plu. Or, il y a quand même des enquêtes qui ont été faites aux États-Unis et au Canada qui confirment la porosité qu'il y a entre certains organismes de charité islamique et les mouvements djihadistes. Bon, alors donc, c'était pas complètement délirant de dire ça, même s'il n'avait pas de preuves. Mais lanceur d'alerte, c'est ça. Hein, vous avez quelque chose, il y a quand même un certain fondement, elle ne s'est pas totalement infondée. D'autres prochaines actions, j'allais dire? Alors, parmi nos actions, nous avons donc de nombreux procès en cours. J'ai compté, j'en ai à plus de 30. Plus de 30 actions. Alors, le plus caractéristique et qui est vraiment symbolique de notre système judiciaire. Vous vous souvenez sans doute, en 2012, il y avait eu, à la suite, vous savez, donc il y a eu Marine Le Pen qui avait dit que tous les abattoirs de l'Île-de-France étaient halal, ce qui était vrai, mais que toute la viande consommée à Paris était halal, ce qui est faux, puisque à Paris s'alimente ailleurs que... Bien sûr. Bon, peu importe. Et il y avait eu un reportage d'Antenne 2 sur l'abattoir de Meaux. Donc on avait vraiment des preuves que cet abattoir allait bien au-delà de la dérogation et abattait tout halal pour des questions de commodité. Donc on s'est dit, on tient le bon bout, on va les coincer. On dépose un recours devant le tribunal administratif pour abus de dérogation. Ce que vous dites en fait, c'est que tous les animaux étaient tués comme on le fait pour l'abattage halal, oui, mais que tous n'étaient pas étiquetés halal, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et oui, tout à fait. Mais tous, alors, c'est-à-dire que ça allait, il y avait une, comment dirais-je, une entorse grave à la dérogation. La dérogation, c'est pour la consommation de la communauté musulmane, tandis que là, tout était bon. Il faut dire que c'est pratique, ça évite de faire le poste où on étourdit l'animal. Voilà, donc on gagne du temps, et le temps, c'est de l'argent. Voilà. Et donc... Pour vous dire vraiment comment ça marche, donc c'était en 2012. Fin 2012, on dépose donc ce recours, tribunal administratif. On perd en première instance. Sur le principe que, parce qu'on avait demandé la communication du registre des commandes. Hein, parce que pour abattre selon le rite halal, il faut quand même le noter. Je suis allé manger, comme je suis allé manger au restaurant là, à midi, et il a fallu que je note que je suis passé au restaurant, j'ai laissé mon nom. J'espère que vous n'avez pas menti. Non, je n'ai pas menti, j'ai été sérieux. Et donc, on perd en première instance au prétexte que
ce n'était pas communicable, c'est un document commercial. Secret des affaires, oui. Secret des affaires. Donc on va en appel. L'appel a eu lieu le 18 novembre 2018. Vous voyez, entre 6 ans. 6 ans après, on a gagné. On a gagné puisqu'il a été démontré par la Cour administrative d'appel de Paris que le registre des commandes était tenu par des feuilles volantes manuscrites ou des mails. Donc aucune vertu probante. Et on a contesté, donc on a fait une action pour que cet abattoir arrête ses pratiques. Vis-à-vis, donc, notamment de la préfecture de Seine-et-Marne. Nous sommes encore... C'est pas réglé. C'est pas réglé. C'est-à-dire qu'ils nous ont répondu que tout était parfait pour eux, tout était OK. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas tenu compte du jugement. Aucune mise en conformité. Mais aucune mise en conformité. Donc on a déposé un recours avec astreinte financière. D'ailleurs, plus le temps passe, plus ils devraient perdre de l'argent. Ils devraient perdre de l'argent au profit de Vigilance Halal. Donc à la limite, mais ils sont assignés. Il y a une assignation. Alors il y a eu le Covid là-dessus qui a perturbé, etc. Vous voyez, on arrive à fin 2020, donc 2 ans après, le problème n'est pas réglé. C'est pour vous dire comment marche le système. Le système juridique, tout le monde le sait, même dans d'autres affaires. C'est quelque chose de complètement affolant quand on y met. Mais il ne faut pas lâcher le morceau. Parce que tôt ou tard, ça finira par payer. J'en suis persuadé. Un combat donc de longue haleine, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Alain de Peretti. Je rappelle donc que vous êtes président de l'association Vigilance Halal, pour laquelle il y a un site internet si les téléspectateurs veulent en savoir plus. Tout à fait. Dans ce site internet, vous trouvez toutes sortes de... Vous pouvez nous aider. Nous sommes habilités à donner des reçus fiscaux, donc c'est quelque chose qui sert. Et je peux vous dire que l'argent est bien utilisé. Voilà. Notamment pour faire de gros dossiers qui permettent aussi de faire de la muscu. Merci beaucoup Alain de Peretti. Merci à tous.